Avant, la foule de la fête de l'humanité levait le poing déterminé, mobilisé de toutes ses forces pour chasser du pouvoir cette droite haineuse, attisant le racisme et les tensions internationales, pressurant les classes populaires en bons valets zélés du capital et des puissants. Mais ça, c'était avant. C'était il y a juste un an, jour pour jour. Maintenant, vous levez le poing, déterminé, mobilisé et rassembleur, pour conquérir de nouveaux droits, pour de nouvelles solidarités, pour construire le changement tant attendu auquel de toutes vos forces vous avez contribué. Quelle différence avec l'année dernière! Quel soulagement! Mais d'une année sur l'autre, notre détermination reste intacte. Je peux vous annoncer que vous avez été cette année encore plus nombreux à la fête que l'an passé. On lâche rien. Et comme l'a si bien chanté ici même, hier soir, l'immense Patti Smith, ici, le peuple prend le pouvoir. Merci à vous d'avoir participé si nombreux à cette grande fête des espérances nouvelles, à ce rassemblement du partage, de la fraternité, de l'émancipation humaine. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre engagement, quelle qu'en soit la forme. Merci pour votre humanité. Votre diversité est notre force. À vous les jeunes qui rendez la fête si belle et si joyeuse, vous qui avez communié tous ensemble dans la fraternité, dans les concerts et les débats, nous disons « ce n'est qu'un début ». Et je vous pose la question, si cette fête devait être le point de départ d'un large front citoyen, populaire, pour mener la guerre à l'austérité et au chômage, pour construire un nouvel avenir de justice, de liberté et de paix, ce serait la meilleure chose qui puisse arriver, car il n'y aura pas de changement véritable sans vous. Sans changer le rapport des forces, sans votre mobilisation unitaire. Notre fête aura été à l'unisson des grandes manifestations populaires qui ont eu lieu en Belgique jeudi, au Portugal et en Espagne hier, avec 1 million de manifestants à Madrid, et celles qui se préparent en Italie, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Allemagne, à l'unisson, le 9 octobre, de la journée européenne des syndicats à laquelle appelle la CGT. À l'unisson de la grande marche pour obtenir que le peuple soit consulté sur le nouveau traité européen. Oui, nous sommes à l'unisson de tous les indignés du monde. Tous ensemble, on ne lâche rien. Nous venons d'entendre les témoignages émouvants de combattants de la liberté, pour la justice, la solidarité et la paix. Merci à vous, chère Barbara Hendricks, pour votre engagement aux côtés des réfugiés du Nord Mali. Merci à toi, Fadwa. Sois assuré de notre détermination à obtenir la libération de ton mari, Marwan Barghouti, et de tous les prisonniers palestiniens. Oui, liberté pour Marwan, liberté pour les Palestiniens emprisonnés dans les cachots israéliens avec le silence complice des grandes puissances. Assez de cette injustice. Aux côtés de celui d'Israël,
Le peuple palestinien a le droit de disposer d'un État. La paix et la sécurité dans cette région et dans le monde ont besoin qu'il soit reconnu dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Prenons ensemble ici l'engagement, comme vient de le dire Fadwa tout à l'heure, de pouvoir fêter ici très bientôt cette victoire de la justice et du droit international. Mon cher Salah, je sais que cet engagement tira droit au cœur. L'an dernier, je prenais ici devant vous celui de voir Salah Hamouri à nos côtés. Eh bien voilà Salah, nous sommes fiers de te compter parmi nous. Non, il ne faut rien lâcher. Avec vous, Barbara, Fadwa, Salah, avec tous les progressistes et les démocrates des printemps arabes, les peuples d'Europe contre l'austérité, tous les jeunes en lutte pour leurs droits, les salariés et les indignés, avec tous ceux qui se battent et combattent, ne lâchons rien. Ces femmes et hommes qui mènent dans les pays arabes depuis des mois, au péril de leur vie, ce formidable combat pour la démocratie, la justice, nous le soutenons. À tous, nous exprimons notre solidarité. La fête, c'est la fraternité, l'amitié entre les peuples. Mais, chers amis, on ne peut détourner le regard de la véritable tragédie en cours en ce moment. En Syrie, le dictateur Bachar el-Assad, pour se maintenir au pouvoir, va jusqu'à massacrer son peuple. Cela suffit, assez de morts. Nous soutenons les forces progressistes qui luttent pour imposer l'arrêt des armes, instaurer la démocratie et la souveraineté du peuple syrien. Les répercussions de ce drame atteignent désormais le Liban, créent de graves tensions avec la Turquie, l'Afghanistan et l'Irak sont à feu et à sang. Entre Israël et l'Iran, la guerre menace. Nous ne pouvons regarder ce champ de guerre sans rien dire, sans rien faire. Il faut crier, il faut dénoncer, apporter concrètement son soutien. Et ensemble, à travers la planète, construisons la grande chaîne pour un monde sans armes et sans guerre. Ce n'est pas une utopie, c'est notre combat. Dans de nombreux stands s'est exprimée cette solidarité active. Permettez-moi de dire que nous réfutons et nous condamnons avec la dernière énergie toute provocation comme celle de cet insupportable film politique d'un intégriste israélien diffusé depuis les États-Unis sur Internet qui constitue une insulte abominable contre une religion, l'islam et les musulmans. Mais nous condamnons tout autant toute utilisation de cette provocation pour semer le chaos, détruire des ambassades, tuer des diplomates. Elles n'aboutissent en fait qu'à détourner le regard de l'essentiel, le combat pour l'accès à la liberté et au mieux-être. Oui, chers amis, notre solidarité internationaliste ne saurait donc se relâcher, bien au contraire. Chers amis, toutes et tous ici, nous voulons que cette fête de l'humanité soit un accélérateur du changement. Après 10 ans de droite au pouvoir, nous avons en avril, en mai et en juin dernier renvoyé le président des riches au Cap Nègre.
Il était grand temps. Sa trace, son terrible héritage sont encore là. À l'opposé de certains journaux et de certains commentateurs bien pensants, nous n'écrivons pas et nous ne crions pas « Sarkozy revient ». Non, restez là où vous êtes. Votre règne restera dans l'histoire comme une des périodes les plus sombres qu'ait connu le monde du travail et de la création. Vous avez laminé les droits sociaux, les libertés démocratiques, bafoué les valeurs d'égalité et de tolérance, injecté les venins de la division, de la xénophobie et du racisme, mis à mal l'honneur de la France, sa grandeur, sa vocation, l'originalité de sa voix dans le monde, déployer des efforts pour nous mettre à genoux, pour que notre voisin, notre collègue de travail devienne notre ennemi. Vous avez été jusqu'à vous camoufler en défenseur du peuple, en empruntant, sans jamais vous pincer le nez, les voix nauséabondes de l'extrême droite haineuse et raciste. Non, nous ne regrettons pas le sarkozysme. Et nous ne voulons pas plus que ces 12 apôtres, Copé, Fillon, Lemaire, Bertrand, Guénaud, Hortefeux, Estrosi, Kosciusko-Morizet, Raffarin et Tutti-Quanti reviennent. On n'avait jamais vu, je dis bien jamais vu, après une victoire de la gauche, la droite, l'extrême droite, les marchés financiers, les institutions européennes se coaliser à ce point, se mobiliser avec une telle rapidité et avec un tel acharnement contre la moindre des réformes progressistes qui étaient annoncées. C'est dire que l'enjeu pour les classes dominantes est décisif. Il leur faut, avec acharnement, combattre pied à pied tout choix de gauche. Et ils ne lésinent pas sur les moyens. En 1980, rappelez-vous, les mêmes avaient prédit les chars russes sur la place de la Concorde. Cette fois, on voit de grands patrons, comme celui de PSA ou celui d'Unilever, menacer des travailleurs et des ministres de quitter la France. Et on a vu, dimanche dernier, la 4e fortune mondiale, l'empereur du luxe, qui a profité de la sueur du travail et du savoir-faire de ses ouvrières et de ses ouvriers, qui a utilisé tous les équipements publics, qui a profité de l'État pour exporter et faire fortune. Oui, on a vu ce monsieur Bernard Arnault choisir la nationalité belge. Et ce monsieur voudrait nous faire pleurer alors qu'il gagne plus d'un SMIC à chaque heure qui passe, qu'il a accumulé une fortune de 32 milliards d'euros. Mais rassurez-vous, monsieur Arnault, il ne sera pas sur la paille, il ne couchera pas sous les ponts si une toute petite taxation supplémentaire effleure son gros compte en banque. Quelle insulte! Quelle insulte que d'oser se lamenter sur son sort de réfugié fiscal quand 16 millions de personnes finissent le mois avec moins de 10 € près et que des centaines de milliers de travailleurs sont aujourd'hui même menacés d'être privés de leur travail. Mais c'est d'ailleurs bien là tout le problème. C'est bien parce que l'argent s'accumule entre les mains de quelques-uns
et va se réfugier dans les paradis fiscaux, qu'on jette les travailleurs à la rue comme des éponges. Pour ne plus voir cela, une majorité de Françaises et de Français ont choisi la gauche en mai et juin dernier. Être fidèles à leur choix, c'est répondre à leur demande de justice. Oui, il faut maintenant, sans attendre, décider des réformes structurelles progressistes pour le partage des richesses. Oui, il faut augmenter les impôts sur la fortune et sur le capital au même niveau que les prélèvements sur le travail. Oui, face à l'exceptionnelle mobilisation des puissants, il nous faut aujourd'hui, toutes et tous ensemble, opposer un large front du peuple, un nouveau front populaire pour des changements nécessaires entrent dans la vie de tous les jours, partout et pour tous. De premiers pas ont été accomplis par le nouveau gouvernement. Nous ne les sous-estimons pas, puisqu'ils apportent du mieux-être et que nous y avons pris tout notre part au Parlement avec le groupe du Front de gauche présidé par mon ami André Chassaigne. Je pense à la fin du bouclier fiscal, à l'augmentation de la prime de rentrée scolaire, aux mesures d'urgence dans certaines écoles, à l'abrogation de la TVA sociale, à l'encadrement des loyers, au durcissement de la loi pour la construction de logements sociaux, au retour à un impôt sur la fortune de plein exercice, à la création d'emplois d'avenir par l'Assemblée nationale il y a 3 jours. D'autres mesures ont été annoncées, comme la construction de 150 000 logements sociaux, le retour à un taux réduit de TVA pour les livres, mais aussi, beaucoup moins positif, le maintien de celui consenti aux restaurateurs en réponse à leur mobilisation. Mais on ne peut pas accepter que le SMIC, les prestations et les minima sociaux n'aient pas été augmentés. Si cela va si mal en France et en Europe, ce n'est pas parce que les salaires sont trop élevés, mais c'est le contraire. C'est parce qu'ils sont insuffisants. Le président de la République a fixé dimanche le cap de l'inversion de la courbe du chômage. Très bien. Ce cap, nous voulons contribuer à ce qu'il soit atteint, parce qu'il est ambitieux et nécessaire. Ambitieux parce que l'ultra-droite laisse un héritage catastrophique. Tous les jours se révèlent des plans de licenciement qui ont été soigneusement mis sous le tapis par Sarkozy et ses amis à la tête des entreprises. C'est indispensable. C'est indispensable parce qu'un pays n'a plus d'avenir quand il est rongé jour après jour par la gangrène du chômage, quand il laisse sacrifier son industrie et son agriculture. L'avenir, c'est d'inventer ensemble un nouveau projet industriel et agricole de grands services publics en lien avec l'indispensable métamorphose écologique. C'est nécessaire, car nous n'en pouvons plus de ces vies brisées, de tous ces jeunes pour lesquels trouver un emploi est une véritable galère. Assez de mépris des jeunes à qui un jour on dit « vous êtes trop jeunes, pas assez expérimentés, pas qualifiés ». Un autre, on leur dit « vous êtes trop vieux, trop qualifiés ». Et dans le secret des bureaux, ils sont suspectés par leur nom, leur domicile ou la couleur de leur peau. Les prétextes ne manquent pas. Eh bien, il faut en finir avec cela. Oui, nous soutiendrons
la mise en place des emplois jeunes. Et nous fondons des espoirs dans le dispositif un jeune embauché en contrat à durée indéterminée avec un senior maintenu en activité. Et nous sommes convaincus que les syndicats, les salariés, les élus locaux, les parlementaires de gauche et du Front de gauche feront le nécessaire aux côtés des intéressés pour améliorer tout ce qui doit l'être. Que le gouvernement se fixe comme priorité la même que celle qu'expriment nos concitoyens est une très bonne chose. Mais franchement, ne nous racontons pas d'histoire. À quoi servirait de créer 150 000 emplois d'avenir si par ailleurs notre industrie, notre agriculture, nos services publics continuaient de perdre chaque jour leur sang avec près d'1 demi-million de suppressions d'emplois? Le président de la République nous dit maintenant que la crise est très grave. Certes, nous le savions, et lui aussi, depuis bien longtemps. Elle est grave, la crise, et elle est chaque jour un peu plus grave. À quelques pas d'ici, au Bourget, le candidat François Hollande, avec fougue et conviction, avait stigmatisé la cause principale de cette crise d'une profondeur exceptionnelle. L'ennemi, c'est la finance, avait-il lancé, sous les applaudissements de la foule, mais sous nos applaudissements aussi. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, le président ne le dit plus. Plus que jamais, nous continuons de penser que cet ennemi invisible doit être mis à la raison. Il lui faut lui limer les dents et, si c'est nécessaire, lui casser un bras, deux bras, une jambe, deux jambes. D'ailleurs, entre nous soit dit, c'est cela être de gauche dans le pays de la nuit du 4 août 1789 et de l'abolition des privilèges. Avouez qu'il serait paradoxal qu'un gouvernement socialiste et écologiste tienne plus compte aujourd'hui de ceux qui l'ont combattu que de ceux qui l'ont élu, c'est-à-dire les salariés et les jeunes. Alors oui, ensemble, unissons-nous et mobilisons-nous pour faire entendre notre voix. Mobilisons-nous pour modifier le rapport des forces. En face, ils font ce qu'il faut pour que ce soit au bénéfice des privilégiés, parce qu'ils savent qu'un rapport de force n'est pas définitivement coulé dans le marbre par le résultat d'une élection. Mais ce qui est possible pour eux l'est tout autant pour nous, pour vous, pour les accélérateurs du changement. Pour le faire, me direz-vous, mais il y a des majorités à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les régions, dans les départements et dans de nombreuses villes et villages. Oui, c'est vrai, parfaitement vrai. Mais il manque l'essentiel. L'engagement actif de nos concitoyens, leur implication, bref, leur mobilisation large, rassembleuse, unitaire, l'indispensable loi instituant un moratoire sur tous les plans de licenciement est à ce prix.
Elle permettra que soient réunies des tables rondes qui, au cas par cas, examineront dans le détail les situations et les solutions pour préserver le travail et l'emploi. Représentants des salariés, responsables d'entreprises, élus, dirigeants de banques et d'organismes de crédit, représentants de l'État auront la responsabilité d'y parvenir. C'est possible, à condition de partir de deux idées simples. Ce n'est pas le travail qui coûte cher, c'est le chômage qui coûte cher. Ce ne sont pas les cotisations sociales qui étranglent les grandes entreprises, mais la charge que représente le coût énorme des frais financiers qu'elles versent aux banques et aux organismes de crédit, ainsi que les énormes dividendes aux actionnaires. Voilà l'origine de bien des drames économiques et sociaux de la période. Finissons-en avec l'économie des rentiers. Réinventons la belle société du travail intéressant, correctement rémunéré et de l'innovation. Si la banque d'investissement qui est prévue était accompagnée d'un combat pour changer la Banque centrale européenne, de la création d'un pôle public bancaire, de contrôle de l'utilisation de l'argent et des prêts, alors oui, un pas important serait franchi pour rogner les crocs des rapaces de la finance. Et si cela ne suffisait pas, je le dis franchement, il faudrait nationaliser des banques pour se donner les moyens de relancer l'économie. Ainsi, l'argent pourrait enfin servir à une réindustrialisation moderne et écologique et au développement des services publics. Des outils nouveaux seraient ainsi créés en faveur du travail, en faveur d'une sécurité du travail et de l'emploi, combinée avec la formation et la recherche. Une marche serait franchie pour aller vers la suppression du chômage. À cela doit aussi contribuer une loi interdisant les licenciements boursiers. Et comme il vaut mieux toujours prévenir que guérir, pour qu'on ne puisse plus répondre aux salariés de PSA, de Doux, de Fralib ou de Sodi Médical et encore d'autres. Ah, ce qui vous arrive est terrible et révoltant même, mais nous n'y pouvons plus rien, c'est trop tard. Eh bien, nous disons, une nouvelle grande loi doit être votée, accordant des droits et des pouvoirs nouveaux d'intervention aux salariés dans la gestion même de leur entreprise. Et dans l'immédiat, la gauche doit produire un acte fort, donner un signal net pour le changement du rapport des forces. Elle doit proposer et voter, comme le proposent mes amis du Front de gauche, présidé par André Chassaigne, une loi effaçant toutes les sanctions infligées aux délégués syndicaux dans l'exercice de leur mandat et leur réintégration dans leur poste de travail. Autre signe à donner vite, très vite. Appliquons réellement l'égalité hommes-femmes au travail. Régularisons tous les travailleurs sans papier et votons la loi promise pour le droit de vote des étrangers.
Et si les capitulards ne veulent pas maintenir la production, eh bien, qu'on institue un droit de réquisition permettant aux salariés de reprendre leur entreprise. Oui, chers amis, nous allons, entreprise par entreprise, ville par ville, département par département, prendre toute notre part dans la véritable guerre que nous allons déclencher contre le chômage et la précarité. Partout, nous allons jouer notre rôle d'accélérateur du recul du chômage et de la précarité. Et nous allons le faire en n'opposant jamais la lutte pour l'emploi de celle de l'amélioration du pouvoir d'achat. Les deux vont de pair. Facile à comprendre. Permettre à nos concitoyens de vivre mieux, c'est leur permettre d'acheter ce dont ils ont besoin, qu'il faudra produire en créant du travail supplémentaire et de l'emploi. Faire le contraire, imposer l'austérité, aboutit au résultat inverse du chômage. En plus, et au final, la récession qui lamine le pouvoir d'achat des populations, les ressources de l'État et de la sécurité sociale, les possibilités d'investissement productif dans les entreprises. Partout où le remède de la rigueur et de l'austérité s'applique, la crise continue et s'aggrave. Nous sommes d'ailleurs de moins en moins seuls à le dire, et c'est tant mieux. Ce n'est donc pas parce qu'il y a une crise qu'il faut imposer l'austérité. C'est le contraire. C'est parce que partout on applique l'austérité et les privations que la crise s'aggrave. Il faut donc inverser cette logique et inventer un nouveau système de répartition des richesses, une autre manière de les produire et de les consommer. Justice sociale, obsession environnementale et transition écologique vont de pair. Ce sont les facettes du nouveau monde à construire, l'après-capitalisme. Le monde de l'humain d'abord. Nous continuons de proposer, comme l'a si bien fait Jean-Luc Mélenchon dans la campagne aux élections présidentielles et le Front de gauche dans celle des élections législatives, d'augmenter les petits et moyens salaires, les retraites et les minima sociaux de 300 € en progressant vers la justice fiscale et la justice sociale, en faisant contribuer les revenus du capital au financement de la sécurité sociale. Évidemment, nous entendons à ces mots déjà les cris d'orfraie qui montent des beaux quartiers et des salons dorés des multinationales. En vérité, tel Harpagon dans la Var, ils pensent « ma cassette, on m'a volé ma cassette ». Mais, messieurs les puissants, c'est le moment. Votre cassette, l'heure est venue de l'ouvrir et de la partager. Celle de vos profits, de vos dividendes, de vos comptes à l'étranger et dans les paradis fiscaux. Pour la préserver, vous nous répétez depuis 30 ans que les profits d'aujourd'hui feraient les emplois de demain. Mais plus vos profits ont augmenté, plus le chômage a explosé. Vous aviez dit supprimer l'autorisation administrative de licenciement et nous créerons des emplois. Mais elle a été depuis bien longtemps. Et vous ne cessez de jeter les travailleurs et les travailleuses
à la rue comme de vulgaires éponges. Vous avez dit supprimez la taxe professionnelle et vous verrez. Elle a été supprimée, mais on n'a jamais rien vu venir. Et aujourd'hui, les mêmes nous assènent. La crise est terrible, serrez-vous la ceinture, ensemble. Faisons des sacrifices pour supprimer la dette et demain tout ira mieux. Mais ils disent la dette, mais moi et peut-être vous, nous entendons ma cassette. Car la dette, vous l'avez fabriquée vous-même en abaissant les impôts sur la fortune et le capital, en ouvrant la cage aux vampires de la finance qui sucent les économies des entreprises et des États, qui volent le résultat du travail avec des taux d'intérêt usuraires. Rendez-vous compte que le paiement de ces intérêts est maintenant le deuxième budget de l'État, plus que celui de l'éducation nationale. Voilà ce qu'il faut avoir le courage de changer radicalement pour contribuer à les mettre au pas. Messieurs Jean-Marc Ayrault et François Hollande, vous pourriez compter sur nous parce qu'affronter le monde des puissants et de la finance, ça nous connaît. Encore, conviendrait-il, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, que vous produisiez des actes qui montrent que vous en avez l'intention. Je vous le dis, sans animosité, avec la plus grande franchise, dans un esprit constructif et unitaire. Pour l'heure, vous n'en prenez pas le chemin. Vous avez annoncé un plan de réduction des crédits utiles d'une dizaine de milliards. Cela supprimera des emplois et affectera la qualité des services publics. Vous avez annoncé la même somme en augmentation des impôts des particuliers. Mais là où le bas blesse, c'est que, contrairement à vos engagements, ce ne sont pas les seuls hauts contribuables qui seront touchés. Ce n'est bon ni pour la confiance, ni pour la relance de l'activité et de l'emploi. Nous avons bien entendu aussi la part qui revient aux entreprises, aux hauts revenus et aux détenteurs de capitaux. Mais comprenez bien que nous allons vous inciter à aller plus avant dans cette direction plutôt que d'envisager une augmentation de la contribution sociale généralisée. Nous ne le disons pas au nom de je ne sais quelle fixation idéologique, mais parce qu'il est injuste qu'aux trois quarts, ce soient les salariés et les retraités qui fournissent le gros de cette CSG. Nous vous faisons la suggestion de regarder du côté de la rente du capital, qui, elle, continue d'être exonérée de participation au financement de la protection sociale. Le faire, ça porte un nom simple, la justice. Alors que l'enjeu est un des plus importants de notre époque, vous ne devriez pas envisager d'associer cotisations supplémentaires et écologie. Comment voulez-vous, avec cette amère potion, gagner la mobilisation de toute la société à la réussite de la transition écologique? Regardez plutôt du côté des gros pollueurs. Ceux-là, ce sont des payeurs tout trouvés. Et ne commencez pas non plus à mettre en avant les contraintes économiques, alors que cette transition recèle de grosses potentialités d'activité et d'emploi. Tous les commentateurs ont remarqué cette chose dimanche dernier, c'est que le chef de l'État avait soigneusement évité de parler de l'Europe. L'interprétation de ce silence est simple. François Hollande ne veut pas que se fasse une connexion entre ce choc fiscal qu'il a annoncé et le nouveau traité européen. Ce texte, pourtant coécrit par M. Sarkozy et Mme Merkel, c'est l'écriture
c'est l'écriture, noir sur blanc, de ce qui a été imposé au peuple grec. Cela ressemble à une ordonnance, mais c'est une ordonnance qui tue le malade. C'est grave et cela ne doit surtout pas être banalisé. Quand vous entendez réduction des déficits, il faut comprendre baisse des dépenses sociales et publiques. Voilà ce qu'exige ce texte qu'il faudrait transférer dans notre Constitution. Mais il est encore plus grave et plus inquiétant que cela. En effet, il donne les pleins pouvoirs à une instance non élue, la Commission de Bruxelles, pour décider des budgets des nations et surveiller que les États réduisent bien les crédits pour l'hôpital, le logement, l'école, la poste, les transports, la sécurité sociale, les retraites et aussi ceux des collectivités locales. Oui, la perte de la souveraineté des décisions du Parlement se combinerait à la perte de la souveraineté populaire. La démocratie en prendrait un sérieux coup. Mais ce traité ne se contente pas de cela, puisqu'il impose des contre-réformes, des droits sociaux et économiques, des droits du travail. Voilà pourquoi on parle, depuis quelques jours, de flexibiliser encore plus le travail, c'est-à-dire en fait de le précariser, de casser le contrat à durée indéterminée. Nous ne l'accepterons pas. Il y a donc un lien direct entre la politique qui est proposée et ce nouveau traité européen. Une mobilisation de grande ampleur sera nécessaire pour briser cette camisole de force. Nous voulons la construire pour empêcher ce coup d'État à froid et nous voulons la construire au nom même de l'engagement de François Hollande de renégocier ce texte. Nous demandons qu'il soit rendu public et qu'il fasse l'objet d'un débat citoyen sanctionné par une consultation populaire. Oui, au nom même de la réussite du changement, nous réclamons un référendum. Et dans 15 jours, nous le ferons entendre avec de multiples associations, forces progressistes et syndicales lors d'une grande marche dans Paris. Nous ne baissons pas les bras, nous ne lâchons rien. Nous mettons à la disposition de nos concitoyens 2 millions d'exemplaires d'une édition spéciale de l'Humanité pour décrypter ce texte et permettre à chacune et chacun d'intervenir. De partout monte l'exigence de refondation de la construction européenne, d'une Europe des peuples pour les peuples. Cette campagne, nous allons la mener et nous allons la gagner. Chers amis, notre fête, comme vous le voyez, est celle du soleil et celle de l'espoir. La fête à nul autre pareil, où une seule ambition parcourt les allées, les débats et les concerts. L'humain d'abord. Ici, toutes et tous ensemble, vous avez bien servi cette cause, la plus noble qui soit, celle de l'intérêt général contre la caste des oligarchies financières. C'est du quotidien qui la popularise, l'Humanité. Notre journal, comme tous nos amis du Front de gauche qui sont ici, avec Pierre Laurent, Marie-Georges Buffet, André Chassaigne, Patrick Appel-Muller, le directeur de la rédaction de l'Humanité, et tous les autres, n'ont que cette volonté, n'ont qu'un objectif, être utile. Et dès demain, nous vous proposons de rester connectés, utiliser l'Humanité et l'Humanité dimanche pour décrypter l'actualité et pour intervenir, pour changer maintenant
c'est urgent. En étant utile, pour ne pas rester spectateur, pour agir, intervenir et se rassembler, nous aiderons la gauche, nous aiderons le gouvernement à prendre de bonnes décisions. Oui, que du nord au sud, de l'est à l'ouest de la France, nos concitoyens, partout où ils se trouvent, se fassent entendre. Construisons ensemble ce grand front progressiste, un grand front pour, comme l'a proposé mon ami Pierre Laurent hier sur cette fête, participer à une grande œuvre, la renaissance de la France et de l'Europe. C'est urgent. C'est urgent. Et alors, oui, le changement, ce sera maintenant. Quoi de plus efficace, de plus unitaire, de plus fidèle au choix majoritaire des Français? Quoi de plus utile à la gauche tout entière et à l'écologie? Rien. Chers amis, je vous propose que notre séparation soit de courte durée. Dans 15 jours, le 30 septembre, nous nous retrouverons, je l'espère, encore plus nombreux dans cette grande marche de nation à Place d'Italie pour que tous ensemble, tous nos concitoyens obtiennent le droit qui conditionne tous les autres, le droit de choisir leur avenir. Chers amis, on ne lâche rien. Debout les dames de la terre, debout les forçats de la femme, la raison pendant son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous le sommes bien, soyons tous. C'est la lutte finale contre nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale contre nous et demain. L'international sera le genre humain. Il n'est pas le sauveur suprême, ni Dieu ni ses articles. Le monde est là.